Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie chaleureusement d'être là ce soir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas, qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger ensemble. La dernière fois, c'était en 2022. Alors, le thème aujourd'hui qui nous réunit, c'est le sentiment anti-français en Afrique. Existe-t-il? Alors, j'en profite pour faire la promotion bien, de notre dernier RIS sur le sujet. Alors, le présupposé qui découle du sentiment anti-français serait que les Africains n'aimeraient pas la France, n'aimeraient pas les Français. Ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, hein. Certains Français disent, ah bah oui, pardon, je suis trop près. Ah, excuse-moi. Que donc les Africains n'aimeraient pas les Français. Alors là, on s'interroge. C'est un Français, il est de Paris. Les Africains, mais quels Africains? Quel niveau d'échelle? Etc. Vous voyez bien que d'emblée, cette question interroge. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour vous montrer à quel point les Français sont rejetés. En novembre 2023, je suis à Dakar, je rencontre une femme, une inconnue, dans un café, et je lui dis: «Ah, vous êtes magnifique, vos boucles d'oreilles vous vont tellement bien.» Elle enlève ses boucles d'oreilles, elle me les offre en me disant: «C'est cadeau, c'est un cadeau de bienvenue.» Donc, au-delà de cette anecdote, on voit combien les Français sont confrontés à une situation extrêmement difficile sur le terrain. Alors, au-delà de ce moment personnel, un peu intime que j'ai voulu vous relater, l'expression anti-français interroge, sentiment anti-français interroge, parce qu'elle tend à dépolitiser les enjeux. C'est une expression que, du reste, nos collègues africains réfutent en disant que ça les placerait de facto du côté de l'émotion et non de la raison. Pourtant, à différents niveaux d'échelle, il y a bien des combats politiques qui sont loin d'être orchestrés depuis Moscou, comme on peut l'entendre parfois, et qui rendraient donc la France une victime un peu facile du grand ordonnateur qu'est Vladimir Poutine. Alors, quelques irritants demeurent, et ce sont sur ces irritants que l'on va revenir un petit peu ce soir. Il y a un irritant qui en passe d'être soldé, que l'on verra avec Niagale Bagayoko, les opérations militaires et les bases françaises, hein, dont on sait qu'aujourd'hui, elles sont à la réduction des effectifs. Un autre irritant dont vous avez sans doute entendu parler, le franc CFA. Alors c'est vrai que du côté de la déclinaison de l'acronyme en 1958, on peut avouer qu'ils ne se sont pas trop foulés, hein, franc des colonies françaises d'Afrique, qui est devenu franc de la communauté financière d'Afrique. Alors je précise pour celles et ceux qui ne le savent pas nécessairement, il existe deux francs CFA, hein, un franc CFA d'Afrique de l'Ouest et un franc CFA d'Afrique centrale. Ce à quoi j'ajouterais le franc des Comores. Alors, la question du franc CFA, hein, qui soulève aujourd'hui de grosses questions, c'est plutôt en Afrique de l'Ouest. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces irritants, ils peuvent se superposer. Comme vous l'avez vu et lu sans doute, hein, Mali, Burkina Faso, Niger, il y a la recherche d'une souveraineté sécuritaire et d'une souveraineté monétaire, puisqu'ils souhaitent sortir du système CFA. Le Sénégal, récemment, il y a eu une élection présidentielle après quelques semaines un petit peu chahutées, hein, Macky Sall ayant décidé, à quelques heures du lancement officiel de la présidentielle, de surseoir au processus qui s'est finalement soldé le 24 mars dernier par l'élection de Bassirou Diomaye Faye, qui aujourd'hui prend le flambeau de la lutte contre le franc CFA. Alors, ce qui est intéressant quand on voit un peu ces différents niveaux d'échelle d'analyse, qui certes peuvent être matinés de colères et de rancœurs cumulées, hein, je parle bien de lutte politique, ces luttes politiques en fonction des régions et en considérant les dynamiques historiques de chacun des pays, hein. Le Burkina Faso, ce n'est pas le Sénégal, hein, ils ont bien des dynamiques historiques et socioculturelles qui sont extrêmement différentes. Néanmoins, on va observer que, par exemple, les trois pays du Sahel central, Mali, Burkina Faso, Niger, le discours anti-français se greffe à ce qui est considéré un échec de l'opération Barkhane et favorise l'installation de juntes au pouvoir.
Donc, c'est aussi un moyen de dénoncer eh bien, la faiblesse des démocraties. Au Sénégal, on a assisté à un mouvement qui est quelque peu différent dans la mesure où eh bien, ce discours anti-français a été une stratégie d'accès au pouvoir. Et là, on s'inscrit justement à l'inverse dans un processus démocratique où il y a eu en effet des discours extrêmement durs à l'endroit de la France. Ousmane Sonko, aujourd'hui Premier ministre, a dit à un moment donné, faisant référence à George Floyd, Let me breathe, eh bien, que la France retire son genou de notre cou, que la France nous foute la paix. C'était en 2022. En novembre 2023, il a donné son accord pour l'ouverture d'un magasin Auchan à Ziguinchor, dans la ville dont il est maire. C'est cette complexité vraiment qu'on essaye de restituer ici ce soir, mais aussi dans la revue internationale stratégique de l'IRIS, avec des points de vue aussi eh bien, de spécialistes de la Turquie, des États-Unis, hein, pour voir aussi comment eh bien, des partenaires ou autres peuvent nous regarder. Alors, pour discuter de ce sujet hein, qui intéresse, qui défoule un petit peu des passions, parce que chacun a une idée, beaucoup d'amis africains m'ont envoyé des messages en disant, mais on usurpe notre parole, nous, on veut juste la fin de l'ingérence, on veut juste être respecté, cesser avec ce sentiment anti-français. J'ai le plaisir pour discuter eh bien, de ce sujet, d'accueillir trois personnes de talent. Nyagale Bagayoko, présidente d'African Security Network, qui est juste derrière moi. Anne-Cécile, Bonsoir. bonsoir. Anne-Cécile Robert, directrice adjointe du monde diplomatique. Je note deux femmes et un homme. Elhaj Souleymane Gassama, dit Elias. Alors, journaliste, écrivain bientôt à la renommée internationale et surtout chercheur associé à l'IRIS. Alors, je rappelle un petit peu les règles du jeu, histoire qu'on campe bien, eh bien la séquence à venir. 8-9 minutes d'intervention pour chacun de mes invités. L'objectif étant de privilégier les échanges avec la salle et les internautes en ligne. Aujourd'hui, on fait un score quasi historique. Ça, c'est à l'attention de mon directeur. Près de 800 personnes se sont inscrites ce soir. Pourquoi? Alors, Niagalé, je vais commencer par toi. Pourquoi les Français ont-ils été éjectés du Sahel? Serval a été accueillie en sauveuse. La dynamique s'est enrayée. Quand? Que s'est-il passé? Je te laisse la Alors, je ne parole. suis pas sûre merci beaucoup, Caroline, et merci à l'IRIS de me convier à cette conférence si importante. Alors, je ne suis pas sûre que le terme éjecté soit le plus approprié en l'espèce, parce que cela signifierait que la France a été contrainte à quitter le Sahel de manière subite. Or, à mon avis, il y a eu, au contraire, une accumulation de signaux d'abord faibles, puis ensuite de plus en plus prégnants, évidents, qui ont indiqué que l'on était en train de passer de l'enthousiasme sincère suscité par l'intervention en janvier 2013 des forces armées françaises dans le cadre de l'opération Serval à tout d'abord une sorte de doute, puis davantage à une sorte de scepticisme, et enfin à une véritable exaspération qui a tendu à se muer finalement en véritable colère. Et je pense que plusieurs éléments doivent être pris en compte pour expliquer cette évolution qui, une fois encore, a été en réalité très progressive. Tout d'abord, l'intervention contrairement à ce qu'on dit de Serval, se fait dans un environnement qui n'est pas celui traditionnellement
de la France-Afrique dont on parle très souvent. Les Maliens ont toujours plutôt eu une attitude assez distante vis-à-vis de la France. D'abord, au moment des indépendances, avec cette décision historique de Moïbo Keïta de rompre avec l'ancien colonisateur et de se tourner davantage vers le monde soviétique, que ce soit l'URSS ou les républiques socialistes soviétiques. Et même après 1991, avec le retour de la démocratie, après la parenthèse de Moussa Traoré, les autorités maliennes qui se sont succédées et qui étaient démocratiquement désignées n'ont pas été aussi proches de la France qu'on a pu le constater, par exemple, dans des pays comme le Sénégal ou comme la Côte d'Ivoire. Donc, en réalité, c'est plutôt un accident de l'histoire, cet accueil tellement chaleureux, tellement reconnaissant de la France au moment de cette intervention, parce qu'on ne la voit pas comme une puissance qui a été extrêmement visible, comme par exemple avec des forces prépositionnées de manière permanente, comme dans d'autres pays du continent, ou comme étant extrêmement présente, même si elle l'était en matière de coopération militaire, mais on la voit plutôt en libératrice parce que les objectifs de cette opération sont très clairs. Il s'agit de déloger des villes du Nord les forces, notamment djihadistes, qui les occupent, et cette opération est un succès. Il y a ensuite plusieurs autres décisions qui sont prises en lien avec les autres acteurs internationaux, et j'insisterai beaucoup sur le fait qu'il est très difficile, à mon avis, de dissocier le rejet dont fait l'objet la France du rejet des autres partenaires internationaux, qu'ils soient bilatéraux, multilatéraux et extérieurs au continent ou intérieurs au continent, mais tout un dispositif a été mis en place à la suite de l'intervention Serval. D'abord, on l'oublie trop souvent, une première intervention des troupes de la CEDEAO et du Tchad sous l'égide de l'Union africaine qui sont tout de suite déployées en lien étroit avec les forces françaises. Puis ensuite, l'intégration de ce dispositif africain dans le cadre de la mission des Nations Unies, la MINUSMA, qui comportera majoritairement des troupes ouest-africaine tout au long de son histoire, et également, bien sûr, l'organisation d'un scrutin présidentiel, puis d'un scrutin législatif qui sont considérés comme des instruments de gestion de crise. Mais la France décide aussi à ce moment-là de faire muter son dispositif à partir de l'été 2014 et de transformer cette opération Serval qui avait uniquement une emprise nationale sur le territoire malien en une opération transnationale, régionale, à travers cette opération Barkhane qui va couvrir les 5 pays du Sahel que sont la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, en plus de la présence au Mali. Et c'est là que les choses deviennent plus compliquées parce que l'on s'aperçoit qu'en effet, la menace qui était censée avoir été circonscrite, en effet, était beaucoup plus difficile à contenir à l'échelle d'un territoire extrêmement large, mais aussi finalement que les relations avec les différents pays de la zone, on l'a trop peu souligné, où les forces françaises étaient censées intervenir, étaient beaucoup plus compliquées. On a oublié que le Burkina Faso, y compris sous Roch-Marc Christian Caboret, n'a quasiment jamais, sauf un mois avant son renversement par le coup d'État de janvier 2022, accepté que des forces de l'opération Barkhane interviennent directement sur le sol du pays. C'est simplement dans les dernières semaines de l'année 2021 que ça a été accepté. La relation avec le Niger, contrairement à ce qu'on a dit, elle a toujours été, à mon avis, compliquée, y compris avec les militaires nigérians qui ont très vite opposé des réticences par rapport à certains
certains concepts qui étaient mis en avant par la France, y compris cette fameuse force Takuba, hein, cette force composée de forces spéciales européennes installées dans le nord du Mali en complément et sous le commandement de l'opération Serval, qui était censée intervenir au Niger et que les Nigériens ont très tôt refusé également. On a vu aussi, non pas au Mali, mais au Burkina Faso, fleurir des mouvements extrêmement violents, notamment populaire. C'est là qu'a commencé à émerger cette hostilité autour de ce fameux convoi qui s'appelait Voie sacrée, qui a été prise à partie par des foules à Kaya, au Burkina Faso, qui a réussi à poursuivre sa progression dans le but de rejoindre la ville de Gao. Je rappelle que ce convoi partait de Côte d'Ivoire et qui a dû affronter de manière malheureusement sanglante des manifestants dans la ville de Terra en novembre 2021 au Niger et qui a forcé l'armée française à faire des tirs de sommation qui se sont révélés mortels pour 3 personnes. Donc ces éléments ont commencé à grandir. On a vu également le refus dans la presse de voir des visites de chefs d'État ou du chef d'État français notamment, qui à certaines périodes se dispensaient de passer par la capitale de Bamako et qui venaient uniquement visiter les troupes françaises déployées à Gao, ce qui a beaucoup déplu. La fameuse convocation qui a été extrêmement mal interprétée aussi bien par les chefs d'État en place à l'époque que par les populations et les opinions publiques qui les contestée pourtant dans la rue, cette convocation à Pau du président Macron de ses homologues sahéliens a été très mal vue. Donc cela fait partie des éléments qui ont contribué au rejet et je pense que le plus important à mentionner, c'est aussi la grande divergence d'analyse stratégique qui a opposé les autorités françaises et les autorités maliennes notamment. On a beaucoup souligné, bien entendu, l'arrivée des Russes, c'est pas le sujet ce soir, mais pourquoi, à mon avis, on ne peut considérer que la Russie a obtenu un succès militaire au Mali que n'a pas obtenu la France, c'est parce qu'elle a répondu à une préoccupation qui, à mon avis, était depuis le début celle des élites maliennes, qu'elles aient été élues ou putschistes, qu'elles aient été démocratiquement désignées ou qu'elles soient arrivées au pouvoir par la voie des armes, qui était de recouvrer l'intégrité territoriale du territoire malien face aux rébellions des groupes armés du Nord qui ne poursuivaient absolument pas des objectifs à prétention religieuse, djihadistes, et qui ont été donc considérés comme des ennemis au même titre, voire parfois plus, que les groupes djihadistes qui étaient qualifiés de groupes armés terroristes par la France et qui les considéraient comme sa principale cible. Donc, à mon avis, ce sont toutes ces évolutions qui expliquent que je ne rentrerai pas dans le détail d'un certain nombre de maladresses en termes de communication stratégique, le largage de tracts qui utilisaient très mal les langues locales, des campagnes d'affichage très agressives dans les capitales, le recours à un vocabulaire complètement ésotérique pour les populations, par exemple le fameux GSIM ou JNIM, hein, le groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, a été qualifié par l'armée française de RVIM, Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans. Personne ne comprenait à quoi cela faisait référence. Donc je pense que ce sont tous ces éléments qui ont contribué au rejet de la France. Et enfin, je terminerai en disant surtout la prétention qu'elle a eue d'affirmer sa capacité à éradiquer, à éliminer définitivement ce qu'elle appelait le terrorisme au Sahel, alors qu'en réalité, elle n'en avait, à mon avis, pas les moyens, quelle qu'ait pu être la technologie qu'elle avait à son service. Et c'est ce qui a aussi nourri les théories du complot qui, bien avant l'arrivée avérée de la Russie au mois de décembre 2021 au Mali, ont commencé à fleurir 2 ou 3 ans plus tôt, où l'on disait que la France armait les djihadistes, s'approvisionnait au Sahel
en volant les cheptels de la région pour alimenter les restaurants parisiens. Ce sont vraiment des théories qui sont apparues dès 2019. Voilà. Eh bien, écoute, merci Niagali, tu as tenu les temps, donc je te remercie pour cette précision. Et en effet, on a vu hein, que ces théories du complot qui sont souvent, qui s'inscrivent hein, dans la France-Afrique, eh bien, pullulent, ont pu pulluler puisque les Français ont été accusés d'avoir un agenda caché et de peut-être vouloir piller l'or du Mali. Nous allons sans transition passer avec toi, ma chère Anne-Cécile. Tu signes dans l'ARIS un article dont le titre est pour le moins éloquent: La France en Afrique, un canard sans tête. C'est là une analyse sans concession de la politique française. Est-ce que tu peux nous exposer à grands traits les incompréhensions irréductibles auxquelles nous assistons? Euh, et surtout dans une séquence hein, géostratégique où on voit bien que côté français, on a tendance à dire finalement, les intérêts sont peut-être pas en Afrique du Sahel central, peut-être pas en Afrique francophone, et on regarde tous les résultats en matière de commerce et d'échange. Et donc là, on change d'Afrique. C'est bien évidemment l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, vers lesquels eh bien, la France se regarde aujourd'hui. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Effectivement, j'ai donné ce titre, la France en Afrique, un canard sans tête, non pas sous le coup de de la colère, mais après avoir rédigé l'article, je me dis, mais au fond, quelle serait l'image qui pourrait résumer la situation de la France en Afrique et celle du canard sans tête m'est venue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un canard sans tête ou ceux qui ont été élevés à la campagne. Ils savent que parfois, quand on coupe le canard, il continue de courir, bien qu'il n'ait plus la tête sur le corps. Et il m'a semblé que la France, avec ses contradictions qu'a bien rappelé Niagalé, des contradictions dans les discours, contradictions entre bien sûr les discours et les faits, mais aussi à l'intérieur des discours, était vraiment dans cette situation-là et que c'est la situation générale de la France, hein. Comme vous le savez, nous vivons un grand tournant historique avec une accélération de l'histoire. Aucun continent n'y échappe, pas plus l'Afrique que les autres, et avec des recompositions géopolitiques importantes, de nouvelles alliances entre les continents, entre les pays, etc. Et malheureusement, la France a du mal à se positionner dans cette nouvelle configuration qu'elle ne comprend pas. Je pense que c'est très profond. Elle ne comprend pas et elle se crispe. Et on le voit en particulier en Afrique. Ce qu'a raconté Niagalé, c'est-à-dire le côté on arrive en Afrique, on va éradiquer le terrorisme parce qu'on sait mieux que tout le monde et on a tout compris. Et les gens qui nous parlent sur le terrain, en fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est nous qui allons leur expliquer. C'est assez représentatif d'une certaine attitude qui fait que on a du mal à écouter. Alors, je ne sais pas si les Français ont déjà écouté dans l'histoire, mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont du mal à écouter. Et je dois dire, personne ne nous écoute, hein, donc je vais parler franchement, que la personnalité de notre président n'aide pas non plus parfois à l'écoute, puisqu'il a une capacité, je vais vous donner un exemple, à passer d'un discours à l'autre. L'exemple en question, c'est le dernier discours qu'il a fait devant les ambassadeurs. Vous savez, tous les ans, le président de la République s'adresse au corps diplomatique. C'est fin août, début septembre, et il expose sa vision internationale et les grandes lignes de la diplomatie française. Et dans le dernier discours, donc celui de 2023, il y a eu tout un passage sur l'Afrique qui était assez symptomatique, qui commence plutôt bien sur une description des événements, et puis la France qui abandonne le paternalisme, qui a bien compris que le monde changeait, qu'on allait entrer dans une relation d'égal à égal, équilibrée, donc ça commence plutôt bien. Et puis tout d'un coup, on voit le président même physiquement s'échauffer. Vous pouvez regarder la vidéo au moment où justement, alors il parle pas directement du sentiment anti-français, il parle du ressentiment.
et il évoque la diplomatie du ressentiment que pratiqueraient les dirigeants africains, même les populations africaines, qui, les mots sont assez stupéfiants, qui stigmatisent la France. L'Afrique stigmatise la France et l'Occident, quand même, c'est assez intéressant. Et donc là, le président bascule dans un discours de maître d'école où il explique, il s'adresse aux chefs d'État africains depuis l'Élysée, où il leur dit, en gros, vous faites preuve de faiblesse, vous laissez abuser par la propagande des Russes, alors ça, il y en a beaucoup, et vous adonnez à des émotions négatives, à des haines recuites, enfin, ça part comme ça, et le président a des phrases assez extraordinaires comme bah, sans la France, il n'y aurait plus de Mali, il n'y aurait plus de Burkina Faso. Bah, il le dit vraiment. Et, alors, il évoque évidemment les votes des pays africains à l'Assemblée générale de l'ONU sur l'Ukraine. La France n'a rien compris à cette séquence non plus. Euh, je pense que si une réaction intelligente aurait été de dire, tiens, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu plusieurs résolutions qui appelaient à condamner l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et le continent africain était d'ailleurs le plus divisé de tous les continents sur cette question. Certains pays, notamment francophones, se sont abstenus. Il y en a qui ont voté les résolutions, d'autres se sont abstenus. Il y en a qui ne sont pas venus voter. Malgré les efforts du Quai d'Orsay, hein, beaucoup de coups de fil, beaucoup d'amicales pression, comme l'a reconnu l'ancien président Macky Sall, avec l'étonnante sincérité dont il pouvait faire preuve. Oui, j'ai eu beaucoup d'appels de mes amis. Voilà. Et une réaction intelligente aurait été de dire, bah, ça veut dire quelque chose, essayons de comprendre ce qui se passe. Et au lieu de dire ça veut dire quelque chose, essayons de comprendre, on donne des leçons de morale. Vous cédez à la propagande des Russes, vous ne comprenez rien, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Et, euh, et, 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 et donc, d'ailleurs, au passage, hein, le sentiment anti-français, je n'ai pas regardé ma montre, Caroline, donc il faudra me. Le sentiment anti-français, il sert un peu d'alibi pour ne pas comprendre. Au lieu de se remettre en cause, on dit bah, c'est des anti-français. Donc ça, c'est très pratique en fait, hein. J'ai un ami qui travaille au Quai d'Orsay qui m'a dit que le pire mot parmi les diplomates qui s'occupent d'Afrique, c'est panafricaniste. Panafricaniste, c'est vraiment pas bien. C'est les panafricanistes. Voilà, parce ils sont anti-français, voilà. Donc c'est un peu cette incompréhension, elle est assez pathétique. Elle est portée, ça serait une trop longue conversation, mais ça reflète l'évolution de la classe dirigeante française, y compris en termes démographiques. C'est des nouvelles générations qui n'ont pas connu le continent africain, qui ne sont pas très cultivées historiquement, ne connaissent pas l'Afrique, donc ils ne comprennent pas grand-chose. Je ne suis pas sûre que ça les intéresse. Et ils sont en même temps bardés de certitudes, ce qui n'est pas en ce moment, il faudrait faire preuve de modestie. Dans une période comme ça, il ne faut pas être un maître d'école, il faut faire preuve de modestie pour essayer de comprendre. Et quand on essaie de discuter avec des diplomates français, les plus lucides disent, bon, je ne peux pas citer de nom parce que c'est des conversations off que je peux avoir comme journaliste, ils disent, bon, on a raté le coche. Il y en a même un très haut placé qui m'a dit, bon, il faut partir, on reviendra plus tard. Là, c'est pourri, on ne se comprend plus, c'est le dialogue de sourds. Mais c'est des phrases, ça, parce qu'on ne peut pas partir comme ça, les liens sont trop forts, mais c'est assez révélateur. Il y en a d'autres qui disent, mais pourquoi il y a ces incompréhensions qu'il faut relativiser, hein. Je pense qu'Elgas va nous expliquer hein, que le sentiment anti-français, c'est quelque chose qui est largement caricaturé et qui n'est pas forcément, comme tu l'as dit, Caroline, ni répandu ni profond, mais qui reflète la transformation aussi des outils de la diplomatie française. Je vois ici des experts du continent africain et de la relation de la France avec l'Afrique. Il y a eu pendant des décennies tout un corps de coopérants, par exemple, qui faisait remonter des informations vers Paris. Il a été coupé par tiers, par quadruple. Donc les informations ne remontent pas, ce qui fait qu'il y a des choses qu'on devrait savoir, qu'on ne sait pas. On est moins bien informé que les Américains, moins bien informé que les Allemands.
Et il paraît que le président Macron a vraiment pété les plombs quand il y a eu le coup d'État au Niger, parce que les services ne l'ont pas averti. Il paraît qu'il a... Alors, je ne sais pas si Niagalé ou Elgas ont des tuyaux, ou je vois Antoine Glaser dans la salle, s'ils ont des tuyaux, mais on dit que le président était à deux doigts de demander au contingent d'aller libérer Bazoum par la force. C'est dire le niveau d'aveuglement. Ouais. Et tout ça, et c'est ce que je voulais là où je voulais en venir pour terminer, la France ne mesure pas à quel point elle a changé. Alors, elle aurait pu changer en bien, parce que la France-Afrique, on est content que ça se termine, hein. Mais au lieu de changer en bien, elle s'est occidentalisée. Ça, c'est quelque chose que Jean de Glignassi a très bien développé dans son livre La diplomatie française déboussolée. Et donc, elle a perdu toute spécificité, c'est-à-dire pendant très longtemps, quand la France africanait, avec son impérialisme, son soutien aux dictateurs, il y avait aussi de temps en temps le fait, par exemple, qu'en matière de développement, on promouvait des politiques différentes. On n'était pas libre-échangiste, on promouvait le commerce pour le développement et non pas le développement du commerce. Et tout ça a disparu. La France est complètement occidentalisée, européanisée, elle n'a plus d'image. Et du coup, elle est traitée comme les autres. Voilà. Et donc, je vais conclure là-dessus. C'est que c'est le moment pour la France de repenser de fond en comble déjà sa politique étrangère, mais en particulier sa relation à l'Afrique, parce que quoi qu'on fasse, on a une frontière avec le continent africain par la Méditerranée. Et donc, de toute façon, il y a un contact. Et si on ne veut pas que ce contact soit celui de la forteresse assiégée où on repousse les pirogues comme des malades en voyant des complots partout, etc., il va falloir que on baisse d'un ton, qu'on s'ouvre, qu'on écoute et qu'on essaie de pratiquer un peu ce qu'on raconte. Alors, merci Anne-Cécile. Alors, pour la chronique du coup d'État, hein, quand Emmanuel Macron a pété un plomb, je ne sais pas, je te fais confiance, hein. En effet, j'ai rencontré l'ambassadeur Sylvain Ité, hein, qui est toujours en poste, donc ambassadeur de France au Niger, donc à Paris. Et effectivement, quand il relate les événements eh bien, de ce coup d'État, ça donne un petit peu des sueurs froides, puisqu'en réalité, il n'a pu parler à Emmanuel Macron que plusieurs heures après le dit coup d'État. Alors, on voit bien hein, que cette expression de sentiment anti-français, en réalité, ne permet pas de comprendre ce qu'il se passe sur le terrain, qu'est-ce qui coince, et on est dans une espèce... euh, alors, depuis Paris, hein, on est dans une forme d'incompréhension. Et d'ailleurs, ce sentiment anti-français n'est quasiment utilisé eh bien, qu'ici. Alors, Elgas, j'en viens à toi. Oui, Nagali, tu peux éteindre ton micro peut-être? Merci. Ça crée des interférences. Donc, Elgas, tu as signé récemment un livre hein, sur les bons ressentiments et c'est sur le malaise post-colonial. C'est un ouvrage dont on a déjà débattu ensemble et qui avait un petit peu nourri eh bien, la réflexion quant à cette RIS. Tu signes un article Pressentiment, sentiment et ressentiment anti-français, itinéraire d'un passé qui ne passe pas. Alors, est-ce que tu peux nous contextualiser un peu ces rancœurs, ces colères, qu'autrefois d'ailleurs on n'appelait pas sentiment anti-français, qu'on appelait résistance, qu'on appelait grève, qui portait un tout autre nom? Merci, ma chère Caroline. En ce qui est très cocasse, c'est un constat que je fais parce que je deviens de plus en plus un marathonien des discussions autour du sentiment anti-français. Alors, c'est un sujet qui est parfaitement français. Toutes les conférences sur le sentiment anti-français ont lieu à Paris et dans les provinces, jamais en Afrique. Et je peux même aller plus loin, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de conférences sur le devenir de l'Afrique à Paris qu'en Afrique. Donc, c'est très cocasse. Donc, il y a un intérêt peut-être, alors je dirais pas malsain, mais en tout cas une certaine forme d'inclination presque voyeuriste autour de ces problématiques africaines. Et autant il faut porter la critique sur les représentations faciles, autant parfois au niveau des chercheurs et des journalistes, il faudrait qu'on balaye parfois devant notre propre porte parce que nous sommes des colporteurs d'une certaine forme de facilité, des répétiteurs justement des mots tendances sans jamais prendre le temps
de s'inscrire dans une dynamique de complexité et de réflexion et de compréhension. Ça me paraît essentiel. Et donc, c'est pourquoi, dans ton introduction, ma foi très ironique, tu as évoqué des irritants. Moi, je vais parler d'invariants. Je vais parler d'invariants parce que les invariants sont importants dans le contexte actuel et puis à l'aune justement de ce qui s'est passé comme articulation intellectuelle, discours intellectuel de résistance anticoloniale. C'est-à-dire, aussi loin qu'on remonte, les pouvoirs intellectuels africains ont eu des discours de contestation de la France. Parce que c'est quelque chose d'assez évident d'une certaine manière. C'est-à-dire, face à la colonisation, la résistance, elle est originelle. Elle sera d'autant plus forte, d'autant plus structurée que cette élite africaine, elle est formée pour partie à Paris. Et donc, dans le quartier latin, c'est dans le quartier latin, en 1947, ne l'oublions pas, que naît une revue, qui sera une revue importante, revue qui va devenir après une maison d'édition, Présence africaine. Et à Présence africaine, c'est là où Cheikh Anta Diop écrit Nation nègre et culture, c'est là où Aimé Césaire écrit le discours sur le colonialisme. Le discours sur le colonialisme, peut-être que certains lycéens de l'époque sont tombés sur ce texte parce qu'il était au programme en France, avant qu'un ministre n'ait la très bonne idée de le sortir. Il s'agit de François Bayrou, on n'est pas dans la délation, bien sûr. Et, et donc, Présence africaine a des mentors et des tuteurs, d'ailleurs, d'une formidable pertinence. À l'époque, il s'agit de Gide, il s'agit de Sartre aussi. Et donc, à l'aube de cette vie intellectuelle très, très intense, il faut entendre les discours qui sont formulés à l'époque. C'est des discours construits, appuyés sur des idéologies solides, comme le marxisme, ainsi de suite, et qui contestent violemment la France. À l'occasion récente d'une émission que j'ai animée sur RFI. J'ai invité Françoise Blum, qui est une historienne formidable, justement, qui a interrogé ce qui a été le cénacle de formation, justement, d'une élite africaine, une pépinière de formation à la fois de présidents, de syndicalistes, qui était la Fédération des étudiants noirs en France, la FEANF. Et la FEANF, elle naît dans les années 50, en 51, exactement. La FEANF, alors pour citer quelques prestigieux destins qui sont passés par la FEANF, on peut parler d'Amadi Alidien, on peut parler d'Alpha Condé, de la belle heure, avant qu'il ne devienne tout à fait autre chose. Ossende Afana, qui est aussi un économiste, qui a été à l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Donc, je retombe sur des textes et des manifestes de la FEANF. Si vous écoutez ça, alors vous vous étranglez, vous ne parlez pas de sentiments anti-français, vous parlez de détestation, de haine viscérale, vous parlez justement d'ivresse de contestation, parce que les termes, non seulement ils sont dans un français châtié, ils sont aussi dans une certaine forme de solidité, de robustesse intellectuelle, qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les néo-panafricains à côté, c'est peanuts. Et on est dans les années 50. Et dans les années 50, cette contestation de la France, elle, elle s'appuie aussi sur autre chose. Notamment, on se tourne déjà vers la Chine et vers l'URSS, déjà en 1950. Donc c'est pourquoi il y a quelque chose qui se produit, il y a une phrase historique qui le dit très très souvent, c'est que l'histoire se répète toujours deux fois. La première fois, c'est une tragédie, et la deuxième fois, c'est une farce. Et là, elle se répète, hélas, la farce, elle est tragique. C'est peut-être ça la nouveauté. Donc il y a en invariant quelque chose, c'est-à-dire une contestation qui a été fondatrice dans les mondes universitaires, les mondes intellectuels, les mondes politiques, justement, de l'ordre colonial qui s'est perpétué, comme on le sait, en Afrique occidentale française, par une transmission du pouvoir qui a été plus un legs, sauf la Guinée de Sékou Touré, bien sûr, et on a vu ce qui est devenu appelé les relations entre la Guinée et la France. Donc, il y a cet élément-là qui est un élément important, qui n'a jamais disparu d'ailleurs, parce que quand on regarde tous les bouquins qui sont publiés par la Présence africaine, qui vont être publiés aussi par François Maspero, qui est un éditeur très, très courageux, qui est devenu la découverte. François Maspero, c'est lui qui fait paraître Main basse sur le Cameroun de Mongo Betty à l'époque. L'ouvrage, avant qu'il sorte, suscite justement les cris d'orfraie justement des autorités françaises parce que l'ouvrage est censuré. C'est au bout d'une procédure judiciaire que le livre sort et qui montre encore comment les intellectuels à l'époque prennent en grippe justement la France. Donc rien ne change.
d'une certaine manière, dans cette contestation. Ce qui est nouveau, c'est que cette contestation française, à la suite de ce qui s'est passé au Sahel récemment, de l'enchaînement des coups d'État auxquels on a essayé de trouver une forme de communauté, au mépris d'ailleurs des dynamiques endogènes propres à chaque pays, c'est à la faveur justement de cette épidémie, d'une certaine manière, entre guillemets, qu'on a commencé à parler justement de sentiment anti-français. Et le sentiment anti-français, tu l'as rappelé dans ton introduction, non, il me semble que le sentiment anti-français, sa prospérité au sein des champs médiatiques et des champs de la recherche est consécutif au deuxième coup d'État, pas uniquement après le Mali. On pourra en discuter, même si tu sembles le contester, mais il me semble que ça se produit après. Et donc, il y a un élément qui est un élément important. Cet élément important, c'est qu'on a complètement oublié la morphologie et l'histoire propre des transitions politiques dans ces pays. C'est-à-dire, quand vous prenez le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les trois pays totalisent 17 coups d'État. Donc, la modalité de transmission du pouvoir est plus chaotique que démocratique. Et donc, cette forme de panique dans les quartiers diplomatiques français, en parlant de sentiments anti-français, avec le risque de la dépolitisation, avec le risque justement de l'émotionnalisation des choses, elle fait l'impasse totalement sur une contestation qui peut être parfois légitime. Une fois qu'on dit ça et qu'on accable la France très légitimement, je pense que Anne-Cécile l'a fait formidablement, sur l'incurie de certains diplomates. Alors moi, je serais moins sévère. Je pense que les diplomates, parfois, sont des boucs émissaires, parfois faciles. Les diplomates savent ce qui se passe. Ils ont des nez, parfois, ils ont quand même les informations qu'ils reçoivent. Mais c'est une forêt tellement complexe de remontée d'informations, de décisions politiques parfois, et surtout de cet inconscient colonial qui reste encore et qu'on a du mal justement à détruire. C'est ainsi que tout le circuit des informations risque parfois d'être étouffé. Et donc, ça me paraît être une donnée importante. Et donc, vous avez le sentiment français qui émerge comme ça, comme terme, et un terme qui draine beaucoup d'argent parce que le nombre de recherches autour du sentiment anti-français. Et donc, la dépolitisation, elle est absolue. Mais maintenant qu'on dit ça, qu'on accable justement la France légitimement, on ne peut pas faire l'économie de constater qu'en Afrique, il y a une rhétorique qui est née, une rhétorique anti-française. Pour se donner de la légitimité, les pouvoirs politiques qui arrivent, les jantes, ont besoin d'un récit. On parlerait aujourd'hui d'un terme, en quelque sorte, que j'aborde parfaitement, c'est le terme narratif. Et donc voilà, narratif. Et donc, on parle de narratif. Et ce narratif-là, étant donné que ces pouvoirs n'ont reçu aucune forme de légitimité politique, qu'au mieux, justement, de leur gloire, ils ont bénéficié de liesses très, très épisodiques, d'ailleurs. Ils ont besoin de construire un discours. Et ce discours, comment le construire? Par l'argument qui a été historiquement le plus fédérateur sur le continent, c'est-à-dire la lutte anticoloniale, la lutte contre l'Occident et la lutte contre la France. D'ailleurs, ça donne des situations très, très cocasses parce que des pouvoirs qui ont traité avec la France, qui ont été amis de la France, à mesure qu'ils amorcent le début de leur chute, se retournent contre la France. On a vu des exemples historiques nombreux. Donc, il me semble que c'est à la faveur de ça, c'est-à-dire l'utilisation très opportuniste de ce discours, que prospérait ce qu'on appelle la rhétorique anti-française. Et moi, je suis dans la convergence justement de mes camarades qui viennent de parler sur la nécessité justement de sortir, de disloquer complètement ce terme de sentiment anti-français pour parler de ce qui ce qui relève de la contestation légitime, politique, historique, donc c'est un variant dont je parlais, et ce qui relève aussi de la faillite de beaucoup d'États africains et qui tombent dans la facilité de la logique du bouc émissaire et qui exploitent justement cette donnée qui est une donnée importante, cette donnée qui est une donnée qui recrute toujours des admirateurs. Je vous donne un exemple et j'ai le temps ou pas? Un exemple, ok, très bien. C'est pas très généreux, mais je prends. Alors, Ah, ça a été plus généreux que pour d'autres. alors je donne juste l'exemple qui me paraît ironique pour rester dans le ton. Euh, Laurent Gbagbo, qui est un fin connaisseur des bonnes tables parisiennes, qui a été à l'international socialiste, qui a traité très bien avec Bolloré, justement en Côte d'Ivoire, qui, à la faveur la défaveur, je devrais dire, de la crise qui survient en Côte d'Ivoire, devient justement un panafricain.
Voilà, il devient un ennemi de la France, et ainsi de suite. Par ces retournements très, très habiles, on sait quelle est la mécanique de la rhétorique française. Comment elle prend, comment elle prospère, comment elle devient un argument qu'ont bien compris beaucoup de pouvoirs africains. Et tu l'as encore dit, Ousmane Sonko a surfé justement sur cela. Même si ses premiers jours au pouvoir montrent une certaine forme de tiédissement, voire en tout cas une certaine forme d'apaisement dans cette optique de relation avec la France. Donc, il me paraît important de conclure sur ça, c'est-à-dire revenir sur les invariants, et ces invariants risquent de rester très très longtemps. Quand vous regardez la scène intellectuelle, musicale, artistique aujourd'hui en Afrique, elle conteste toujours légitimement l'asymétrie, l'asymétrie qui continue à exister et le legs colonial, et puis comment parfois les pouvoirs africains faillis, sans légitimité, corrompus, que ce soit ceux qui sont démocratiquement élus ou ceux qui accèdent au pouvoir par les armes, exploitent un discours, parce que ces discours, c'est une forme d'aubaine éternelle, parce que justement, on est sur la dimension d'un ressentiment, et ce Merci. ressentiment, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre. Merci, merci Souleymane. Alors bien sûr, on a lu ton livre ou ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien, je les invite à se le procurer. Alors, juste pour revenir un petit peu hein, sur cette occurrence du sentiment anti-français, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle s'est imposée dans le paysage français. Il n'empêche qu'en 2019, au sommet de Sochi, hein, en Russie, donc, on a une certaine Nathalie Yamb eh bien, qui se fait connaître sur les réseaux sociaux et qui passe à tabac pendant près de 15 minutes la France et ses petits copains africains. Donc, on peut penser que c'est à ce moment-là, et on voit hein, de manière assez stratégique que la France commence à répondre et que cette question eh bien, envahit les médias. C'était bien évidemment pour cela que j'ai souhaité qu'on traite un petit peu de ce sujet. Pour aller... Alors Corinne, j'ai Non, vraiment envie de... Parce qu'il ne non, faut pas te non, laisser non, dire je ça. crois qu'il y a quand même, Non, il mais y a parce quand que même, prêter le non, sentiment anti-français à il Nathalie y a, Sambre, je pense que il y c'est une a forme de des, légèreté. il y a, Nathalie Sambre n'est pas dépositaire non, d'aucune forme d'œuvre intellectuelle. non, je n'ai pas dit C'est une ça. influenceuse sur les réseaux sociaux. On ne Je peut pas lui dis que attribuer la paternité Je du dis sentiment que c'est à anti-français. partir de ce moment-là que l'expression sentiment anti-français est utilisée dans les médias. Je pense qu'il y a des règles du débat. Je te redonnerai la parole volontiers. Ne t'énerve pas. Merci. Il y a peut-être des invariants aussi de ce côté. Alors, on voit qu'on est confronté à un sentiment anti-français, une expression qui finalement est désincarnée, ne reflète pas ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on peut observer, que c'est un sujet d'abord français et parisien. Alors, je vais demander à mes trois invités, eh bien, comment est-ce qu'on pourrait qualifier ce qu'il se passe en essayant justement eh bien, de se débarrasser de cette expression? Euh, Oui, je sais que tu dois partir. non, non, moi j'ai encore un peu de temps, hein, mais je sais pas. En fait, je ne vois pas la salle, je ne vous vois pas les uns et les autres, je ne me vois que moi-même, donc je ne sais pas si on s'adresse à moi. Mais je peux réagir si vous voulez. Oui, c'est à toi. Moi, je pense que il est beaucoup plus pertinent de parler de vagues de rejet, mais encore une fois, qui, à mon avis, va bien au-delà de la seule France. Ce à quoi se heurte la France, c'est aussi la rançon de la volonté qu'elle a affichée à renfort de communication, de discours, de sommet, d'apparaître comme le chef de file de la politique européenne, voire occidentale, ou en tout cas transatlantique, sur le continent africain. Et donc, elle est la première à essuyer ce rejet. Il y a bien sûr dans ce rejet une partie qui renvoie à l'histoire de la France, à son héritage ou à son passif colonial. Mais pour moi, on se trompe si on l'attribue principalement à cette histoire, parce que justement, cela masque le fait que le rejet est bien plus profond et va beaucoup plus loin, et qu'il concerne d'une part
les modes d'intervention, non pas seulement militaires, on parle beaucoup du rejet de l'intervention militaire et de son échec, que ce soit de la part de la France dans le cadre de Barkhane et Serval, mais on oublie aussi l'opération Sabre, donc strictement nationale, dans le cadre des forces spéciales. Mais je pense qu'il y a un rejet extrêmement virulent aussi des politiques de développement qui sont menées. Et la France n'est pas la seule à être concernée. La façon dont les acteurs onusiens sont aujourd'hui en effet rejetés au Sahel et fait écho à leur rejet dans d'autres parties du continent. Il ne faut pas oublier que l'appel au retrait d'une force comme la MONUSCO, par exemple, est intervenu bien avant l'obligation qui a été faite à la MINUSMA de quitter le territoire. Les politiques de développement sont très remises en cause en réalité. Et je pense qu'on ne voit pas à quel point ce sont aussi non pas seulement de la hard politique, donc de l'intervention à travers des moyens militarisé, effectivement, qui est en question, mais ce sont aussi des valeurs, c'est aussi du soft power plus largement, des partenaires traditionnels que moi je n'aime pas appeler occidentaux parce que on voit qu'il y a des nouveaux arrivants, par exemple la Russie, la Hongrie, pardon, est un pays occidental qui trouve des moyens de nouer des nouveaux partenariats sur le continent. Donc pour moi, ce sont vraiment ces partenaires transatlantiques traditionnels qui sont identifiés à la promotion de valeurs libérales et démocratiques, et notamment sur le plan sociétal, qui sont aujourd'hui rejetés parce que ces mouvements panafricanistes ou néo-panafricanistes, ils renvoient aussi très souvent une forme de conservatisme sur le plan sociétal qui fait écho à la place du religieux, et pas seulement du religieux de type musulman, mais du religieux de type chrétien aussi, ce qui explique l'audience de très nombreuses nouvelles puissances aussi sur le continent, au-delà de leur capacité militaire. Et je pense à toutes les puissances moyen-orientales, y compris Israël, par exemple, qui jouent sur ces ressorts religieux sur lesquels les partenaires traditionnels transatlantiques ne parviennent pas à jouer. Donc, moi, pour moi, le mot le plus approprié est celui de rejet face à un mouvement à la fois souverainiste, patriote et assez conservateur sur le plan sociétal et politique. Merci Niagalé. Anne-Cécile, je te pose la même question et on va essayer d'aller rapidement parce que l'intérêt aussi, c'est de discuter avec les gens qui sont présents. On a évoqué à plusieurs reprises le fait qu'on était dans un tournant historique qu'on voyait en matière de relations internationales, mais on le voit aussi dans le champ économique. On n'est plus dans la période de la mondialisation heureuse des années 80 qui voyait la souveraineté de l'État contestée, l'idée d'un marché mondial unifié, d'une société qui transcenderait les frontières. Depuis quelques années, on a un retour des souverainetés, on a un retour de l'État que l'Europe a du mal à percevoir parce qu'elle est partie dans un projet fédéralisant. Donc, elle est un peu décalée de ce grand mouvement. Mais partout dans le monde, on voit de l'affirmation d'États souverains, des puissances émergentes, et l'Afrique est embarquée là-dedans. Donc, il y a aussi ça dans l'attitude des élites africaines qu'on qualifie de néo-souverainistes. Il y a tout simplement la participation à un grand mouvement de retour de l'État, de rejet des logiques néolibérales, impérialistes. Et donc, il se passe ça en Afrique. Et la difficulté pour la France, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, si longtemps elle a été contestataire de la mondialisation, de ces idéologies néolibérales, dans les dernières 20 années, elle s'est identifiée à ça. Et en Afrique, concrètement, ça fait qu'elle est au milieu de la cible. C'est-à-dire qu'il y a une colère globale des populations contre un ordre économique injuste, contre le mal développement, la pauvreté, contre le pillage des ressources, l'impérialisme des multinationales. Et cette colère est diffuse, elle est notamment portée par la jeunesse qui voudrait des perspectives. Et tout ça, pour certains, alors dans la rhétorique, mais aussi dans les esprits, c'est parfois identifié à la France. La France est mise au milieu de la cible et elle prend pour tout le monde.
il y a une citation, au-delà de ces fautes personnelles hein, sur lesquelles on ne revient pas, je cite dans mon article de la revue là, Mougarsar, qui dit ça très bien, qu'il y a une colère globale des jeunesses africaines contre les impérialismes et que ce qu'on appelle le sentiment anti-français, c'est le rejet de tout ça. Et le problème, c'est cette identification qui fait que bah voilà, c'est la France qui paye. Et la dernière chose que je dirais, c'est que Elgas a parlé des putschs. Ça nous paraît évidemment un peu bizarre, mais les putschs, c'est aussi une manière pour ces pays de s'ajuster à la mondialisation. C'est-à-dire comme les processus démocratiques ou les cultures politiques ne permettent pas de le faire, sauf dans des pays comme le Sénégal, d'une manière électorale et pacifiée, eh bien, il y a des outils et le putsch en fait partie. Et il y a une tradition de putsch. C'est pour ça qu'en Afrique, on a eu des coups d'État démocratiques. On cite toujours Amadou Toumani Touré contre Moussa Traoré. Il y en a eu de temps en temps en Mauritanie. Donc, parce que voilà, le putsch, c'est un outil d'ajustement. Alors, ce n'est pas mon préféré, mais je le constate. Il ne faut pas traiter ces putschs d'une manière trop caricaturale. Il faut voir au cas par cas qui, quoi, où. Et est-ce qu'à un moment donné, parce que c'est souvent ça le problème, on retransmet le pouvoir aux civils. Malheureusement, en général, les putschs s'installent. Oui, alors en effet, c'est pas exactement la direction que cela prend au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Cela reste à voir évidemment. Alors Souleymane, toi, comment tu qualifierais la situation sur place? Quels sont les noms que tu donnerais? Alors, je tiens à rassurer tout le monde, mes débats avec Caroline Rossi sont beaucoup plus âpres que ce que vous avez entendu aujourd'hui. On n'est jamais d'accord sur rien. Et puis, On est on- d'accord sur à peu près tout. voilà, c'est bien résumé. Alors, non, à la suite de ce que vient de dire Anne-Cécile, que je trouve très, très, très juste, euh, j'ai parlé d'invariants et j'ai parlé justement de cette perspective historique parce que ça me paraît très, très important de revenir sur ça. Et on aurait pu parler, dans mon livre, j'ai un chapitre qui s'appelle La locomotive du rejet. Et locomotive du rejet, j'évoque les interventions militaires. Mais les interventions militaires, les gens ont tendance à ne voir que les interventions récentes, Serval ou Barkhane. Mais à l'échelle de l'histoire, les interventions euh, françaises en Afrique sont le lieu de beaucoup de traumatismes qu'on a du mal d'ailleurs à évacuer. La plus emblématique, c'est l'Algérie. Voilà, c'est la guerre d'Algérie, forcément. Et puis, vous avez la guerre de libération du Cameroun aussi, l'UPC. Et plus récemment, vous avez eu justement cette attitude pour le moins floue de la France au Rwanda. Donc, c'est pourquoi quand je parle d'intervention, il faut vraiment démultiplier la focale. Et donc, parler d'inconscient colonial ne veut pas dire uniquement être dans un enfermement, dans un créneau historique passé. C'est-à-dire, c'est une forme de continuité, d'autant plus que la recherche, les intellectuels, les universitaires ont produit sur la contestation de l'ordre libéral. Vous avez le Codesria au Sénégal qui fait un travail avec Samir Amin formidable là-dessus. Sur la déconstruction de l'aide publique au développement, Dambisa Moyo a écrit un livre formidable, Dead Aid, l'aide fatale, ainsi de suite. Vous avez comme ça à chaque fois une déconstruction. Et puis récemment, moi j'étais en plateau aujourd'hui pour une émission sur une histoire de la corruption en Afrique avec Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui a écrit La revanche des contextes et qui a écrit un article formidable que je vous invite tous à lire, L'économie morale de la corruption, qui est accessible facilement à tout le monde, ainsi de suite. Donc quand je parle justement de cette contestation qui est légitime, qui est portée, et puis de ces interventions qui sont la locomotive du rejet, c'est juste pour qu'on ne s'enferme pas dans uniquement les logiques de sentiment. Parce que la logique de sentiment, elle nous emprisonne tous dans une perspective très immédiate qui nous empêche de voir le reste. Maintenant, comment en sortir? Alors, nous ne sommes ni des prophètes ni des devins. Je pense qu'il faut accompagner le temps de l'histoire. Et ce que disait Anne-Cécile me paraît très juste. Moi, j'ai participé à un colloque organisé par Jean-François Bayard en octobre dernier sur les révolutions conservatrices. Et ça me paraît être une énergie funeste qui traverse le monde aujourd'hui. Le souverainisme, et à ce titre, elle fait escale en Afrique.
Parce qu'aujourd'hui, les laboratoires de construction, justement, d'États souverains autour de la notion d'identité, ainsi de suite, oui, enfin, on en voit des foyers, particulièrement en Occident. On peut donner des exemples. On peut voir la Hongrie de Orban, on peut voir Poutine, on peut voir Giorgia Meloni, on peut voir ce qui s'annonce ou ce qui se profile en France avec Marine Le Pen, à qui on donne le pouvoir presque sa confession comme une forme de chose inéluctable. Donc voilà, il y a des... Et puis on peut parler de Bolsonaro, Trump, ainsi de suite. Il y a donc quelque chose qui travaille les sociétés, justement, qu'on appelle ça le dégagisme, une forme de levée de bois vert contre les élites, ainsi de suite. Il y a quelque chose qui se joue et qui se joue aussi. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé ce que disait Anne-Cécile, parce que il est temps d'arrêter de singulariser l'Afrique, de considérer que ce qui s'y passe ne s'y passe que par des dynamiques qui sont endogènes locales. L'Afrique est présente dans l'histoire du monde. Et d'ailleurs, ces influences-là continuent d'une certaine manière à formater d'une certaine manière son destin. Comment en sortir? Je pense qu'il faudrait, dans une relation, être deux. La France peut faire tous les efforts qu'elle veut, changer de lexique, changer réellement de politique, donner des gages. Mais si en face, les États africains n'auront pas de cohérence, de force, de légitimité, d'ingénierie politique, n'assumeront pas aussi leurs cadavres dans le placard, eh bien, dans 50 ans, on sera conviés pour parler des mêmes sujets, il me semble. Merci pour ton optimisme. Alors, évidemment, alors, je vais revenir un petit peu quand même sur cette question de sentiment anti-français, puisque c'est quand même un peu le cache-misère de la question. Et on voit que, quand même, singulièrement, les autorités françaises, Anne-Cécile en a parlé, eh bien, ont du mal à s'en extraire. À quelle fin, bien évidemment? Eh bien, la question reste posée. Alors, comme c'est aussi votre conférence, eh bien, je vais prendre vos questions. Voilà. Alors, il y a le micro qui circule. On va essayer de prendre le maximum de questions. Niagale Bayoko vous salue. Elle a dû prendre la route, comme on dit, au Burkina Faso, mais elle a été ravie d'être là parmi nous ce soir. Oui, Pardon. Ah oui. Vous avez le micro. Quand vous avez le micro, bah, j'y vais. Ah, d'accord, c'est d'accord. Très bien. Je, Dame. je me demandais si le rôle de la CEDEAO ne pourrait pas être la meilleure réponse positive face à toute tentative de colonialisme en Afrique de l'Ouest. D'accord. Je propose qu'on prenne deux, trois questions d'un même allant. Bonjour, déjà merci pour la présentation. Euh, pour ma question, ce serait savoir, est-ce que les entreprises françaises en Afrique est-elles un vecteur qui pousse à un ressentiment ou au contraire à reforger les liens avec la France? Merci. Merci beaucoup. Alors, le micro circule. Alors, j'ai l'impression qu'ici, les gens sont Merci. plus désireux. Euh, moi, je voudrais vous demander, est-ce que dans vos recherches, vous avez fait une étude comparée sur le sentiment anti-anglais, le sentiment anti-américain, pour pouvoir comprendre euh, pourquoi mettons l'accent sur le sentiment anti-français. Moi, je suis maître de conférence en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, chef du département de sciences politiques. J'ai fait une étude comparée sur ça. Parce que je suis régulièrement au Nigeria. Je suis aussi vice-président du principal parti d'opposition du Bénin et je suis dans l'empirisme au quotidien. Je questionne les populations, les jeunes. Je veux comprendre. Quand je suis avec eux, est-ce que le sentiment anti-français existe vraiment? Quel est le fond? Ceux qui portent cette voix-là, sont-ils légitimes? Qu'est-ce qui favorise ce sentiment? Moi, j'ai tiré trois conclusions. Il y a d'abord la jeunesse de la population africaine. Elle est jeune. Deuxièmement, vous avez les réseaux sociaux qui favorisent
cette impression qu'on a qu'il y a un sentiment anti-français qui, dans la réalité, n'existe pas. C'est toujours la contestation de la France qui continue dans le temps, mais d'une autre manière. La France adulée, quand elle est du côté de la population, si je veux m'exprimer ainsi, ou bien du bon côté de l'histoire. La France contestée, quand elle est du mauvais côté de l'histoire. Ce sont les conclusions que moi j'ai tirées de mes études. Maintenant, le sentiment anti-anglais, le sentiment anti-américain, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir s'il existe? Moi, je ne Alors, vais pas donner ma réponse. eh ben, écoutez, merci, merci monsieur pour ce partage d'informations et pour eh bien, avoir partagé aussi avec nous vos premières conclusions. Alors peut-être que je vais laisser à mes invités choisir les questions auxquelles ils souhaitent répondre et je viendrai en renfort si besoin. Alors, je n'ai pas fait d'études sur le sentiment anti-anglais, mais je sais qu'il y a beaucoup de polémiques en ce moment au Kenya concernant la présence militaire de l'armée britannique, puisqu'il y a un accord depuis l'indépendance, hein, et il y a un contingent permanent de l'armée britannique au Kenya. Le Kenya sert de base d'entraînement et de formation. Et on sait, on a publié un article dans le Monde diplomatique là-dessus, un reportage. On sait par exemple que les Anglais, avant d'aller faire la guerre du Golfe, se sont entraînés au Kenya. Et il y a énormément, alors là, de ressentiment contre la BATUK, la British Army, je sais pas quoi, au Kenya, avec des procédures judiciaires. Il y a toutes sortes de procès, parce que non seulement il y a des histoires de viol, mais il y a aussi des histoires de saccage que l'armée britannique fait par ses entraînements. Elle détruit des villages, ils utilisent des armes avec de la chimie, etc. Donc je sais qu'il y a plein de contentieux, y compris devant les tribunaux, contre les Anglais au Kenya, mais c'est le seul exemple que je pourrais citer. Et exemple ne vaut pas analyse générale. Euh, et je crois qu'ils n'ont pas été très émus quand la reine d'Angleterre est morte, hein. J'allais parler de ça. Mais il y avait des controverses, hein, parce que le président du Kenya avait mis les drapeaux en berne. Il y a des gens qui ont manifesté en disant quand même, on va quand même pas rendre hommage. Parce que c'est au tout début du règne d'Élisabeth II qu'avait eu lieu le massacre des Mao Mao. Et ils s'en souviennent. Voilà. Sur la CEDEAO, je fais partie de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, hein. Je fais partie de plusieurs réseaux en ligne de chercheurs africains et il y a de plus en plus de débats sur l'intégration régionale. Ces organisations sous-régionales, qu'est-ce qu'elles pourraient faire, et aussi sur l'Union africaine. Donc c'est une question effectivement qui semble travailler les intellectuels et les cadres africains. Je ne suis pas sûre que la CEDEAO soit le meilleur exemple compte tenu de son bilan, qui est quand même pas extrêmement brillant. Et d'ailleurs, elle est plus ou moins en train d'imploser, là, avec des pays qui se retirent, hein, notamment des régimes putschistes, parce qu'elle serait trop proche, notamment de la France. La CEDEAO, bon, c'est un groupe, c'est une organisation intergouvernementale, donc dirigée par des chefs d'État qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui ne sont pas forcément à la tête d'États démocratiques. Donc voilà, il y aurait sans doute des choses à faire. Et une chose qui me semblera importante, c'est que si il se développe des organisations sous-régionales ou régionales en Afrique, elles soient véritablement porteuses de projets africains. Le dernier débat auquel j'ai participé sur la CEDEAO et sur l'Afrique de l'Ouest ne comportait aucune réflexion sur quel serait le projet économique que pourrait porter une CEDEAO renouvelée, notamment la question de la politique agricole et des choses comme ça. Donc c'était en gros, on voulait notre organisation, mais pour faire comme les autres, mais en notre nom. Donc faire comme l'Union européenne. Donc il y avait une question un manque, je trouve, de substance de ce que pourrait être un projet différent que porteraient ces organisations. Alors bon, si je peux juste ajouter quelque chose concernant la CEDEAO, puisque je vois que Pascal Perroux est dans la salle et d'autres qui sont membres d'un de nos réseaux, dont vous êtes membres aussi tous les deux, eh bien, sur les questions d'intégration et de désintégration régionale. Et effectivement, on voit bien que dans la séquence actuelle,
la CEDEAO, alors je ne sais pas si elle est sur le point d'imploser, hein, mais on voit bien qu'elle est sérieusement remise en question, notamment par les pays du Sahel central. Et ça fait quand même quelques années eh bien, que cette organisation sous-régionale est critiquée, considérée comme une coquille vide, hein. Certains appellent à la CEDEAO des peuples. Justement par rapport à ce que tu disais, non seulement il y a évidemment ces putsch, hein, mais il serait quand même un peu dommage de ne pas rappeler Faure Gnassingbé qui fait changer la Constitution eh bien, pour rester président ad vitam aeternam. Et on voit qu'aujourd'hui se posent des questions hein, quant à un éventuel quatrième mandat d'Alassane Draman Ouattara, alors même que déjà il avait foulé la Constitution en se succédant à lui-même pour un troisième mandat. Alors, je vais juste un tout petit peu déflorer le sujet sur les entreprises françaises en Afrique. C'est vrai qu'on a vu des manifestations en mars 2021, hein, au Sénégal notamment, où des enseignes françaises avaient été pillées, incendiées. On pense à Auchan, on pense à Eiffage, Orange, Total. C'est vrai qu'elle semble, quand finalement, quand on regarde juste ces épisodes, on a l'impression que les entreprises françaises sont dans une impasse, dans une mauvaise situation, alors que quand on regarde les chiffres, hein, la semaine dernière s'est tenu un colloque organisé par le CIAN et l'Opinion, eh bien, on voit que finalement, tout le monde est plutôt dans un satisfait quitte et que les chiffres sont ou seraient bons. Voilà, et surtout qu'Auchan, on voit que la dynamique d'Auchan qui s'installe à peu près sur tout le territoire sénégalais, c'est bien que quelque part, il s'y retrouve. Souleymane, je te laisse la parole. Oui, tu as dit une bonne partie de ce que je voulais dire. Alors, il y a une double échelle en fait de la contestation de l'architecture des entreprises françaises sur le continent et particulièrement au Sénégal parce qu'on l'a vu récemment. En 2008-2009, on a vu ce qu'on a appelé très abusivement les émeutes de la faim. Et les émeutes de la faim avaient donné des scènes de pillage justement de magasins et puis d'enseignes françaises à l'échelle du continent. Cette double échelle, c'est qu'il y a une contestation anticapitaliste qui est assez classique. Donc voilà, contestation anticapitaliste parce que justement, ces enseignes-là sont porteurs d'une forme d'idéologie libérale, inégalitaire et qui sont justement de la rente économique dont les retombées sont d'une certaine manière après expédiées en Occident. Donc il y a une contestation qui existe à cette échelle-là. L'autre échelle de contestation, c'est d'expliquer que ces entreprises françaises sont là, d'une certaine manière, faciliter leur implantation est en fait coloniale. Parce que, d'une certaine manière, des entreprises au Sénégal qui ont été des fleurons pendant longtemps, comme la Sonacos, par exemple, la Sonacos, c'était une grande huilerie qui était à destination d'une certaine manière aussi de la France. Donc, on ne produit pas forcément localement, mais on produit pour des logiques justement exportatrices d'une certaine manière. Et c'est pourquoi Auchan a été contesté par justement la base panafricaine qui est très, très active, notamment le mouvement France Dégage. Et à chaque fois, on s'en prenait justement à Auchan. Mais Caroline l'a rappelé, c'est-à-dire Auchan pourvoit aussi d'une certaine manière des services qui sont demandés par les Sénégalais. Et Auchan, en 10 ans d'existence au Sénégal, se classe parmi les premiers employeurs privés en termes d'emploi formel au Sénégal. Donc, c'est pourquoi l'exemple le plus cocasse, c'est qu'on a entendu Ousmane Sonko, qui était à l'époque leader de l'opposition, dire à grands coups de scansion, jamais je ne parlerai à la presse française. Et puis, justement, la France doit quitter cette asphyxie économique. Ousmane Sonko, le même, a signé en catimini la licence pour que Auchan ouvre à Ziguinchor, la ville dont il est le maire. Donc, d'une certaine manière, c'est très, très complexe. Je pense que la demande qui existe, c'est une demande de rééquilibrage, mais pas forcément une demande justement de départ effectif. Selon les cas, on peut y voir justement l'aiguillon d'une certaine forme de colonialité qui persiste, mais il n'y a pas de mouvement structuré qui demande à toutes les entreprises françaises de partir. D'autant plus que ce qui est cocasse aussi, c'est que quand on le dit ainsi, il y a beaucoup plus d'entreprises françaises, maintenant peut-être pas en Russie qu'en Afrique. Donc on est dans des logiques capitalistes plus que dans des logiques identitaires. Alors, merci. Je regarde un tout petit peu les questions qui ont été posées. Nous allons en prendre quelques-unes dans la salle et je reviendrai notamment sur l'une d'entre elles. Bonsoir. Bonsoir. Alors,
Moi, ma première question serait, souvent, on a tendance à... Bonsoir, là, vous me recevez, j'espère. Moi, je vais commencer par dire que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Aujourd'hui, si nous sommes en arrivé à ce désamour fou entre la France et l'Afrique, c'est parce que la France a trop dormi sur sa laurier. La France a pensé à un moment donné avoir acquis et conquis ce qu'elle appelle désormais ou entend son précaré. Et aujourd'hui, parler du sentiment anti-français, c'est englober tout un ensemble de mots, mais pourquoi ne pas dire plutôt sentiment anti-politique française? Parce que c'est là que se pose le problème. Mais dire qu'en Afrique, on a un sentiment anti-français, c'est un peu insulter toute une intelligence, que ce soit au niveau de l'élite ou de la jeunesse africaine, qui sait faire la part des choses entre le double standard qu'offre la France sur la politique en Afrique, où on va parler d'un potis halal au Tchad et un potis arabe comme celui du Niger ou du Mali. Donc, moi, pour moi, je dirais plutôt qu'il y a, comme André Malraux le dit, il y a des guerres justes, mais pas d'armées justes. Donc, aujourd'hui, si ces poutistes qu'on tend à décrier ont réussi à obtenir leur gain de cause par rapport à la souveraineté, à l'intégrité, comme le Mali, je pense qu'on doit aussi se poser la question de quelle politique offrira la France au lendemain de tout ce qu'on décide aujourd'hui d'offrir à la nouvelle génération. Parce que c'est la nouvelle génération qui parle. Ce n'est D'accord. plus les... Je vais vous demander quelle est votre question, monsieur. Ah, non, moi, j'ai plutôt fait une contribution. Donc, plutôt de parler, Oui, mais comme il y plutôt a de beaucoup de parler, gens plutôt de qui parler de, interrogent. du sentiment anti-française, mais plutôt dire que c'est le sentiment anti-politique française. Je vous remercie. D'accord. Bah, merci beaucoup pour la précision. On retiendra que pour vous, eh bien, il faudrait parler de sentiments anti-politique française. Je vois des gens qui lèvent la main et il y a quelqu'un qui a la parole. Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Georges Landelot, je suis un ancien de l'Agence française de développement. Oui, Et je pense que on vous le entend rejet mal. actuel de... Ouais. Tout le monde m'entend, ça Oui, suffit? très bien. Oui, bah, très bien. Oui. Parce qu'il y a des gens Oui, je qui pense nous que écoutent. le rejet actuel donc de la France vient de loin. Bon, les intervenants l'ont bien exprimé et ça fait partie de l'histoire, j'allais dire, de nos relations avec l'Afrique. J'évoquerai simplement, au fond, dans la situation actuelle, la remise en cause, j'allais dire, des États, parce qu'ils ne jouent pas vraiment leur rôle régalien et que la population, de ce fait-là, rejette, à mon avis, ces différents gouvernements ou structures étatiques qui sont en relation avec la France, mais aussi avec le reste de l'Occident et du monde et que donc cette remise en cause viendrait, à mon avis, beaucoup plus des mises à mal des économies fragiles de ces pays qu'on pourrait considérer comme encore aujourd'hui comme des PMA, hein, qui ont été à la fois les politiques d'ajustement structurel, naturellement, mais aussi les dérégulations entraînées par les accords internationaux imposés par les Occidentaux dans le cadre de l'OMC, hein. Et ça a quand même sacrément remis en cause un certain nombre d'accords préférentiels et de capacités, de possibilités de développement économique et social et politique qui aujourd'hui n'existent plus. Et à mon avis, ce rejet de la France, c'est que la France en a été un acteur important et que cette relation et ce rejet de la France vient en grande partie de là et que toutes ces populations, comme tous ces États, ne voient pas la possibilité de remettre en cause ces relations qui sont quand même, diablement D'ac- drastiques D'accord. vis-à-vis de leur économie et de leur Et développement. Merci. merci, monsieur. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent derrière. Essayez d'être court, s'il vous plaît, étant entendu que l'on finit dans 9 minutes. Bonsoir.
Merci pour vos interventions respectives. J'aurais une question. Considérant que la sphère informationnelle médiatique des pays africains est très sensible et est très friande aux fausses informations, à la désinformation. Je pense que plusieurs personnes dans cette salle peuvent le témoigner sur WhatsApp, sur Facebook. On peut recevoir pas mal de messages transférés des publications qui annoncent la fin du franc CFA, qui annoncent la fin des 11 accords coloniaux entre la France et l'Afrique ou autre chose. Comment la France, en fait, parvient-elle à mesurer, on va dire, ce quota d'information, ce flux d'informations qui n'est pas vérifié et qui, justement, la dessert plus qu'autre chose? Oui, ici, peut-être il y a quelqu'un qui lève la main devant. Oui, Oui, allez. pardon Caroline, je réponds juste peut-être sur... Vas-y, Pascal. parce que... Mais cours, hein, Pascal, parce que je te connais. Hein. Bon, ça va être difficile, mais on va faire un syndicat avec... Ouais, mais je te connais. Non, mais c'est-à-dire que c'est toujours... Bon, alors, je vais essayer d'être très bref, mais sur un sujet qui est un peu compliqué et qui est... Je crois que c'est important, la CEDEAO qui est attaquée là, mais avec des critiques qui sont qu'on peut comprendre. Hein. Mais sur 2 points, je crois qu'il faut la défendre véritablement. À la fois sur l'aspect économique, parce que on est dans des logiques de marché très étroits. La politique agricole commune, ça veut dire quelque chose. Et donc, une des conclusions auxquelles nous sommes arrivés dans les conférences dont on a parlé, c'est le fait que l'émergence ne pourra venir que par je dirais un peu comme ce qui a fait les 30 glorieuses en Europe, dans le premier stade de l'Europe, par l'émergence économique des pays ne pourra venir que de cette intégration-là. Mais également sur le plan sécuritaire, il faut voir que la CEDEAO a eu des actions très positives, que ce soit en Gambie, que ce soit en Sierra Leone. Elle ne peut pas réussir tous les coups, il y a des difficultés particulières. Mais je dirais la base de quelque chose qui existe sur ce plan-là, c'est quand même très important. Il y a un deuxième point très rapide, c'est que la comparaison avec l'Europe est à la fois intéressante et à ses limites. C'est-à-dire que l'Europe, elle a évolué, elle a eu des résultats absolument incontestables. Et aujourd'hui, quand un certain nombre de décideurs projettent leur vision de l'Europe sur la CEDEAO, ils le font, je dirais, de façon pas adaptée, dans la mesure où la CEDEAO est au stade, je dirais, de la consolidation économique, de la base sécuritaire, mais elle n'est pas au niveau aujourd'hui, je dirais, il y a bon, l'évolution de la monnaie, etc., elle n'est pas au niveau de l'Europe. Donc, il faut lui reconnaître les mérites des premiers stades de l'Europe et pas projeter forcément les doutes qu'on a aujourd'hui. Donc, je dirais en définitive. Et puis, elle a aussi la Cour de justice qui permet aussi de sauter les limites des différentes juridictions et quand il y a des impasses. Alors maintenant, elle peut être largement améliorée. Alors, et là, je rejoins Anne-Cécile Robert et je termine. Écoulé. Voilà. J'étais dans les le temps. sujet est celui du Suleiman, sentiment on va vraiment le faire, ce syndicat. Et oui, c'est comme ça. En tout cas, pour plus d'informations, allez sur le site du GIAF, du groupe Initiative. C'est un sujet complexe et qui pourra faire l'objet évidemment d'une autre conférence. Nous t'inviterons bien évidemment et chaleureusement Pascal. Alors il y a des questions qui se posent devant. Je vais demander à ce que ce soit un peu rapide, étant entendu qu'il reste 5 minutes. Bonjour, je m'appelle Richard Castle, je suis le directeur juridique de la cabinet. L'avocat s'appelle Lim Mitte Roder. Je suis très intéressé dans la politique en Afrique parce que Afrique, l'histoire est très intéressante. C'est après le menace et l'actualité en Niger. Cependant, après, j'ai écouté tous les paroles présentées par les présenteurs. Je suis très curieux surtout les actualités en fait et les circonstances dans l'histoire en Afrique de l'anti-sentiment française. Parce que le relation, je écoute et je pouvoir de comprendre qu'il y a plus de thèmes et les subjets courants, c'est soit le premier sujet, c'est l'intervention militaire et le deuxième sujet, c'est la dégradation royale
Le troisième subjet, c'est le développement politique. Et peut-être, Maybe speak in English. Yes, it could be c'est better. Will be je better. pourrais parler Ouais, parce que là, c'est. français. Alors, ma question, en fait, est, je connais tous les thèmes et tous les sujets de l'anti-sentiment contre la République de la France en Afrique. Mais cependant, peut-être les présenter pouvoir supplémentaire. Alors, monsieur, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de répondre à votre question peut-être à la fin de la conférence, parce que là, on a du mal à vous comprendre. Il y a des internautes qui nous écoutent et c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Si ça ne vous dérange pas, on vous prend à part pour répondre à vos questions. Et on... Vous pouvez répondre à la fin, mais cependant, je pourrais finir ma question. Ma question Oui, est... on n'a pas compris, monsieur. Est-ce que ça ne vous dérange pas En fait, on n'a pas compris du tout. Ça ne vous dérange pas? On va vous reprendre à la fin. On discutera avec vous et on va prendre d'autres questions. Il y a plein de mains qui se lèvent. Je n'ai pas fini ma question. Bah ouais. Oui, mais justement, monsieur, on n'a pas compris le début. Donc, si on peut, parce qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent, et on va prendre une autre question. Qui a le micro, s'il vous plaît? C'est moi. Bonsoir. Et donc, je pose très rapidement ma question. Et c'est celle de savoir si le sentiment anti-français existe vraiment. Est-ce qu'il n'aurait pas été créé par la France elle-même à travers ses médias? Quand vous avez des hommes et des femmes, des enfants, des universitaires, des journalistes, etc., qui dénoncent ou qui revendiquent des éléments concrets et précis, et qu'à travers ces médias, on vous dit, oui, c'est bien tout ça, mais en fait, vous êtes manipulé par les Russes. C'est la propagande russe. Donc, moi, je me demande si tout ça là n'ont pas concouru à la montée, je dirais, du rejet de la France. Et quand vous avez effectivement des médias qui sont très, très forts et très prêts à vous dire qu'il y a des exactions et que quand vous sautez de joie parce que vous avez infligé, n'est-ce pas, une défaite aux terroristes, que non, en fait, vous mentez, c'est pas vrai. Mais quand les terroristes le disent, on dit malheureusement oui, la triste réalité. Voilà, c'est ça ma question. D'accord. Alors, je vais vraiment demander à chacun des invités de conclure parce que nous fermons à 20 heures. Il reste donc moins d'une minute à chacun d'entre vous pour répondre aux questions. Alors, très rapidement, j'en suis presque triste parce que tout l'objet de la conférence, c'est de montrer qu'il ne faut pas parler de sentiments anti-français. Ouais. Et tout l'objet de la revue, justement, est de montrer qu'il ne faut pas parler de sentiments anti-français. Donc, justement, il faut peut-être commencer nous-mêmes à ne pas en parler. Et ce qu'on dit dans la revue et dans la conférence, c'est que le sentiment anti-français, c'est une commodité langagière qu'il faut absolument dépasser et parler de contestation de la politique française, de contestation légitime, ainsi de suite. Donc, peut-être que le seul appel que je vais faire, c'est que les textes de la revue sont assez éloquents là-dessus et répondent grandement aux questions qui sont posées. Merci Souleymane. Cécile, je te laisse le mot de conclusion. Je vais juste reprendre, parce qu'il y a tellement de sujets, la question de la guerre de l'information. Effectivement, depuis Paris, à l'Élysée, au Quai d'Orsay, on a tendance à voir les problèmes au travers d'une guerre qui serait faite à la France, au travers de fake news, de propagande. Il y a beaucoup d'argent qui sont mis à disposition pour créer des comptes, pour surveiller les flux d'informations, lutter contre le narratif, les récits et les mauvaises images de la France. Mais c'est extrêmement réducteur parce que tout ne se résume pas à des problèmes de communication et de désinformation. Parce que la vraie question de la désinformation, c'est pas qu'elle existe, il y en a depuis Platon, la désinformation. La question, c'est pourquoi elle prend. C'est la question que les Français ont du mal à se poser. C'est pourquoi ça prend. Et ça prend parce qu'il y a des tas de problèmes derrière qui doivent être traités au fond et permettre de rebondir et de recréer de la pensée et une meilleure relation entre les continents.
Donc voilà, nous avons présenté donc cette RIS, hein, ce sentiment qui interroge le sentiment anti-français, justement pour dépasser cette commodité langagière. Je vous invite à y retrouver tous les textes. Je remercie pour ce soir Nathalie Moreau, Paulina qui ont participé à l'organisation de l'événement, Salim qui est là, qui est en régie et qui nous suit. Et bien évidemment, merci à nos étudiants d'IRISUP qui sont là, qui ont assisté avec bienveillance à nos échanges et qui vous vendront à la sortie nos numéros. À bientôt, au revoir.